Le 21 mai 1930 à Metz, s'ouvrit un procès qui connut un énorme retentissement bien au-delà de nos frontières. Fin 1927, des travaux entrepris dans les environs de Bassutz en Moselle avaient révélé la présence de vases de haute antiquité. Ces pièces, dont l'origine celtique avait depuis été établie, avaient été achetées par le British Museum pour la bagatelle de 1 500 000 francs. Deux ouvriers, les frères Vénère, furent accusés d'avoir détourné ces objets à leur profit. La compagnie des chemins de fer, commanditaire des travaux, revendiqua la propriété des vases. Les Français qui se sentaient spoliés par l'éternel rival anglais se passionnèrent pour l'affaire. Un grand journal parisien dépêcha même une journaliste pour rendre compte des débats. Le tribunal, levez-vous. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Affaire ministère public contre Vénère. Yütz est une ancienne ville de Moselle composée de deux communes, Basse-Yütz et Haute-Yütz. Yütz-Cité fut construite pour héberger les 1200 ouvriers des ateliers de la compagnie des chemins de fer de Basse-Yütz. Pour aller de la ville aux ateliers, les ouvriers empruntaient un chemin qui passait sur le terrain de l'aérodrome de Yütz. Ces va-et-vient perturbant les décollages et atterrissages des avions, la compagnie des chemins de fer a mandé l'entreprise Schnitzler pour construire une nouvelle voie qui allait de l'actuelle rue des Nations jusqu'aux ateliers. Alors c'est là que tout commence. Nous sommes en 1927, au mois de novembre. Annette Kischenbrand est membre de l'association Si Yütz m'était compté, qui a pour objet de valoriser l'histoire et le patrimoine yussois. Elle est co-auteure du livre « L'incroyable histoire des vases de Yütz, dit de Bouzonville ». Ce livre est une véritable enquête qui retrace le parcours des vases étape par étape, de leur découverte jusqu'au British Museum. Le livre est aujourd'hui le seul et unique ouvrage complet sur le sujet. Coécrit avec Paul Kiefer, le livre est sorti en 1998 et a donné lieu à l'époque à plusieurs événements, dont une exposition regroupant tous les documents existants à propos de l'épopée des vases. La nuit commence à tomber et les ouvriers de Schnitzler construisent un remblai, justement pour cette route. Et il y en avait là 5 ou 6, et on prend les pioches, et on prend les pelles, et on pèlte, et on pioche, et on pioche. Et tout à coup, un bruit métallique. Au départ, ils pensaient avoir découvert une bombe de la Première Guerre mondiale qui n'avait pas explosé. Ils se sont mis à l'abri au cas où ça exploserait, et finalement, rien ne s'est passé. Ils ont donc décidé d'y retourner. Merci, Madame Dag. Je travaillais à la construction de la nouvelle route. À quelle date, Monsieur Mahler? C'était fin novembre, début décembre 1927. Et l'appel d'un ouvrier a heurté un objet dur qui a provoqué un son métallique. Enfoui à une 50aine de centimètres, tout au plus. On a lâché nos outils, on allait se mettre à l'abri. Mais rien, pas d'explosion. Et que c'était... On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un obus qui n'avait pas explosé. Alors on s'est rapproché, on a entrepris de le dégager, l'obus, sauf que l'obus, c'était pas un obus. Encore un peu de café? Non, merci, ça va, j'en ai encore. Il est délicieux. Le premier objet, c'était une sorte de grande vasque. Puis il y en a eu un autre, puis encore un autre. Quand ils ont creusé un peu plus, ils ont trouvé deux objets
que nous appelons stamnoi, qui sont des récipients pour contenir du vin, et 2 pichets magnifiquement décorés. Les pichets ont une anse avec un très gros animal, peut-être un loup ou un chien. Sur le couvercle, 2 chiens plus petits et tous les 3 épient un petit canard à l'extrémité du bec verseur. Et il y a une ouverture juste devant le canard pour verser le vin, ce qui donne l'impression que le canard flotte sur une petite rivière de vin sans se soucier des chiens qui le poursuivent. J'ai mis le tout dans un sac que j'ai emmené chez Madame Dag, ma logeuse. C'est vrai qu'à l'époque, Monsieur Malher logeait chez moi. Il m'avait emprunté un sac de jute pour transporter des vases qu'il avait trouvés sur un chantier, qui disait. Bien belle pièce, hein. Sauf qu'un des vases avait été endommagé par un coup de pioche. Puis alors, vous auriez vu comme ils étaient sales. J'ai dû appeler Madame Wagner, ma voisine, pour qu'elle m'aide à tout nettoyer. Et vous les avez nettoyés? Ah oui, un grand dos dans cette lessiveuse, là. Il a fallu y aller à la brosse à chien dents pour enlever la terre. Ils sont très fiers de leur découverte. Ils sont heureux. Ils ont trouvé des belles choses. Et le samedi de cette semaine, ils les prennent et ils les promènent dans tous les cafés de Bassus. Et on sait qu'à l'époque, il y en avait des cafés à Bassus. Et là, les gens de Bassus les voient. Ils les voient. Ils les admirent, ils les regardent. Et puis, ma foi, quand on a fait la tournée, on les reprend, puis on les remet chez Madame Dag. Monsieur Malher, comment les vases sont-ils arrivés entre les mains des frères Vénère? Oh ils ont proposé de les emmener chez eux, à Bouzonville. Ils disaient qu'ils allaient se renseigner pour connaître leur origine et qu'ils nous tiendraient au courant. Et ils se sont renseignés? Oh s'ils l'ont fait, j'en ai rien su, hein. Et en voyant qu'ils se manifestaient pas, vous n'avez pas demandé à les restituer? Faut dire que le travail avait été interrompu à cause des intempéries. Alors évidemment, eux, ils ont été envoyés sur d'autres chantiers. Ils se sont perdus de vue. Et puis comment voulez-vous que je sache ce que ça valait? Figurez-vous qu'on avait même envisagé de les briser en morceaux pour les vendre à des amateurs de vieilles pierres. Eh ben, il aurait mieux fallu, tiens. Au moins, vous auriez fait un peu de gratte. Et puis nous, on aurait évité un beau scandale. Oh. Rassurez-vous, monsieur Malher, je pense que Madame Dag plaisante. Bien sûr que non, je plaisante pas. Et c'est là qu'interviennent les 2 frères de Bouzonville. Ces 2-là disent, nous, on va les ramener, et puis on va essayer de voir ce qu'on va en faire. C'était très évasif. On a eu un document qui nous a dit, ils les ont mis dans du papier journal, et ils les ont mis dans le train qui va de Bassus à Bouzonville. Imaginez-vous, ces vases qui datent de l'époque de la teigne, qui prennent le train. C'est merveilleux quand même. La Tène est le nom donné à une période celte allant de 1300 à 400 avant Jésus-Christ. Elle tire son nom du site archéologique de la Tène découvert en 1857 sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse. Le nom est symbolique car la Tène vient simplement de l'importance du site en termes de trouvailles archéologiques. Mais pour autant, la Tène n'était ni une capitale, ni une zone spécifiquement reconnue de l'époque celte. Marc-Antoine Kayser est le directeur du Laténium, l'un des plus grands musées archéologiques de Suisse. De l'homme de Néandertal au Moyen-Âge, le musée présente 50 000 ans d'histoire dans une perspective universelle entre Méditerranée et mer du Nord. Et la civilisation celtique au sens large, préhistorique, en fait, c'est tous ces peuples qui sont définis par les Grecs et les Romains, qui sont différents d'eux et qui occupent la plus grande partie de l'Europe non méditerranéenne, jusqu'en Turquie, donc de l'Irlande à la Turquie, l'essentiel de l'Europe continentale, en dehors des rivages de la Méditerranée, de l'Italie et de la Grèce, sont celtiques. Donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose d'extrêmement large. On sait ce qu'il en est à peu près à l'ère chrétienne ou au début de l'ère chrétienne. On a les témoignages historiques. Mais après, quand est-ce que ça commence? Là-dessus, les archéologues n'ont pas véritablement les réponses. Alors, on est certain que ça commence en tout cas avec la période de l'Athènes, donc en 450 avant Jésus-Christ. Mais cette culture, elle remonte plus loin dans le temps, ou cette civilisation remonte plus loin dans le temps. Et après, c'est une question d'appréciation. La plupart des archéologues considèrent que jusqu'au 8e siècle, ça date en tout cas du 8e siècle avant Jésus-Christ. Certains la font remonter plus haut en arrière, ce qui me laisse un peu des doutes quand l'archéologie ne permet pas d'aller aussi loin. Mais en tout cas, on va dire que c'est plus de 5 siècles
la plus grande partie de l'Europe continentale. Les Celtes, c'est quelque chose, c'est un peu comme dire les Européens. C'était un terme dont les Grecs désignaient globalement tout le nord de l'Europe. Ça n'est pas forcément quelque chose de très précis, c'est pas un peuple. C'est une entité globalement, culturellement homogène, mais il peut y avoir autant de différences qu'entre un Portugais et un Polonais dans l'Europe actuelle, quoi. C'est de cet ordre-là, quoi. Et Gaulois, ça vient principalement de Jules César, et ça concerne les Celtes de l'Ouest, en gros, quoi. En fait, on a des représentations d'un peuple barbare, mais qui sont le fait, on va dire, de l'ethnocentrisme des Romains, qui ont un complexe de supériorité, et qui nous parlent des Gaulois, des Celtes, comme de barbares, qui seraient évidemment moins évolués qu'eux. Mais on est là face à, on va dire, une forme de racisme ordinaire qu'on connaissait déjà dans la protohistoire et l'histoire ancienne. On nous dit que les druides interdisaient le recours à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de conserver le savoir, la maîtrise de l'écriture, comme une exclusivité des gens qui maîtrisent la connaissance. Et donc, on a des inscriptions gauloises, on a des inscriptions celtiques qu'on déchiffre, qu'on arrive à lire, mais c'est généralement, on va dire, assez pauvre comme contenu, c'est-à-dire que c'est moi, Stavrounos, forgeron, j'ai donné ceci à telle et telle divinité, à Toutatis par exemple. Et ça fait évidemment, quelques millénaires plus tard, un déséquilibre énorme dans l'accès scientifique à ces civilisations, c'est-à-dire des civilisations qui ont connu l'écriture où l'on peut travailler, dire comme pour des périodes historiques, et d'autres, comme les Celtes, où on en est réduit, si j'ose dire, à utiliser les armes de l'archéologie. Les structures, ce que les archéologues appellent dans leur jargon des structures, les traces de murs, de fosses, de trous, de tombes, etc., d'aménagements fortifiés parfois. Et puis tous les objets que l'on retrouve sur ces sites archéologiques et qui éclairent ce monde celtique. C'est ça la grande différence avec typiquement les Romains qui, eux, écrivaient beaucoup et nous ont laissé des quantités de traces écrites et qui, d'ailleurs, les Romains, eux, étaient des fanatiques de l'écriture. Si on essaye de s'imaginer une ville romaine dans l'Antiquité, c'est une ville dans laquelle il y a du texte partout, sur tous les murs, il y a écrit, ils adorent écrire, ils veulent montrer l'écriture, il y a une volonté ostentatoire d'afficher l'écrit. Et chez les Celtes, c'est l'inverse, il y a une espèce de secret, d'interdit sur l'écriture au profit d'une oralité. Et les vases de Yutz sont, de ce point de vue, extrêmement importants pour comprendre la civilisation celtique. Les vases sont désormais à Bouzonville dans la maison des Vénères. Les gens viennent les voir, tout le monde en parle. Un pharmacien de Yutz, M. Gir, a écho de cette histoire. En décembre 1927, M. Gir, qui est également président de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, décide de se rendre à Bouzonville pour voir de près ces fameux vases. C'est Madame Vénère qui l'accueille. Oh nous, voyez, le Gendré puis le Jules Joseph, lui, ils ont creusé à côté dans le stall pour les chèvres, là. Et puis voilà, tout à coup, ils ont trouvé ça. Mais comment, des objets comme ça, dans le stall des chèvres? Oui, dit la maman, oui. Parce que vous comprenez, notre maison faisait partie de l'abbaye du XIe siècle, qui a été détruite pendant la guerre de 100 ans. Alors ça, certainement, c'était des objets du culte. Ce mensonge sera la base de bien des fausses idées sur ces vases et n'aidera pas à leur compréhension ni à leur reconnaissance. Monsieur Gir, pourtant passionné d'histoire et d'archéologie, les croit d'époque napoléonienne. Une erreur d'à peu près 20 siècles. Monsieur Gir repart, mais un des frères insiste. Ils savent que ces objets ont de la valeur et souhaitent trouver acheteur rapidement. Monsieur Gir a peut-être une idée. Monsieur Gir a une belle-sœur, pharmacienne à Thionville, qui s'appelle Madame Gégère. Et cette pharmacie est située place du Marché, donc elle est très centrale de Thionville. Jean-André, l'un des frères, emmène un vase,
dans la pharmacie où on l'expose en vitrine dans le but de vendre. Il en veut 3000 francs de l'époque. Exposés en vitrine de plusieurs pharmacies à Thionville, les vases sont très visités et appréciés. Plusieurs personnes conseillent à Madame Gégère de présenter ces objets à des spécialistes pour expertise. Après plusieurs tentatives entre Metz et Strasbourg, ces vases semblent définitivement n'attirer l'attention de personne. Lassé d'attendre, Jean-André Vénère vient reprendre les vases. On lui a conseillé de les amener à Monsieur Terray, directeur du journal Le Messin. Intrigué par ces objets, il les met à l'abri des regards. On raconte que c'est dans votre bureau que monsieur Roger Clément, le conservateur du musée de Metz, a vu les vases pour la première fois. C'est exact, oui. C'est les frères Vénère qui me les avaient apportés. Et j'en ai aussitôt informé monsieur Clément. En fait, je leur avais déjà proposé 1500 francs. Et Eh bien, c'est qu'ils étaient gourmands, hein. Je ne souhaitais pas surenchérir. D'ailleurs, monsieur Clément m'avait déconseillé de payer plus. Bref, Clément a proposé de les emmener au musée pour les examiner et pour les photographier. Je lui ai bien sûr donné mon accord. Tenez, voici le seul cliché des vases qui existe avant qu'ils ne partent au musée. Et quelle a été la conclusion de monsieur Clément après examen? Il a daté ces deux pièces de l'époque romaine. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont 7 siècles plus anciens. Oui, non, mais ne le jugez pas trop vite, chère consoeur. Vous savez, on a imprimé beaucoup de sottises sur ce qui s'est passé. En réalité, monsieur Clément n'a jamais rencontré les frères Vénère. C'est un employé du musée qui a apporté les pièces et Clément a entrepris aussitôt l'étude. Mais il est tombé malade 2 jours après. Là-dessus, un des frères Vénère est venu réclamer les 2 vases. L'adjoint de monsieur Clément l'a supplié de lui laisser plus longtemps, mais il n'a rien voulu savoir. L'adjoint de monsieur Clément l'a assuré que le musée s'alignerait sur la meilleure offre qui lui serait faite, mais il a exigé qu'on lui rende son bien. Ça, si les frères Vénère lui avaient laissé un petit peu plus de temps, qui sait? Les vases seraient peut-être toujours à Metz. Hélas. Ah, excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Mais avec plaisir. Mes hommages. Au revoir. Au revoir. Je comprends parfaitement l'attitude de Roger Clément, mon prédécesseur. Philippe Brunella est conservateur en chef du musée de la Cour d'Or à Metz. Spécialiste de l'époque gallo-romaine, il est l'un des fers de lance de l'archéologie messine dès les années 70. De plus, son prédécesseur à l'époque des faits, Roger Clément, a joué un rôle dans l'histoire que nous comptons aujourd'hui. C'est donc tout naturellement que nous l'avons rencontré. Clément, sa spécialité, c'est ni l'archéologie, ni antique, ni romaine, ni celtique, ni quoi que ce soit, ni les beaux-arts. C'est d'abord un responsable de bibliothèque. Et il a été nommé ensuite directeur du musée. Il va se former de façon très progressive. Clément voit les vases brièvement dans le bureau de monsieur Terray. Celui-ci souhaite les acheter, mais le directeur du musée lui dit d'attendre qu'il ait pu les expertiser. Quand les vases arrivent au musée, Clément est malheureusement malade. Une photo est réalisée, mais les employés du musée n'auront pas le temps de chercher plus avant. En effet, Jean-André Vénère vient chercher les vases, prétextant que sa mère lui impose de les ramener à la maison le soir même. Clément n'aura donc pas eu l'occasion de se pencher vraiment sur ces objets. Roger Clément aurait vraisemblablement fait appel à des spécialistes de ces périodes anciennes pour avoir une estimation de la valeur financière qu'il aurait fallu consacrer à l'acquisition de ces vases, et il aurait surtout consulté ces spécialistes pour 2 choses. D'abord, essayer de placer chronologiquement ces vases sur l'échelle du temps. Clément les voyait romains. Pour quelle raison, je l'ignore, mais il les pensait romains, ces vases. Ils sont beaucoup plus anciens, on le sait maintenant parfaitement aujourd'hui. Et puis, deuxième question qu'il aurait sans doute posée, la chronologie, mais aussi le décor. Qu'est-ce que ce décor évoque? Qu'est-ce qu'il explique? En raison du caractère unique de ces objets, il était très difficile de prouver leur authenticité à cette époque. Et il était très difficile pour les gens d'apprécier leur importance.
Mais depuis la découverte des vases de Basse-Jutz, nous connaissons à présent l'existence d'autres pichets à des lieux tels que Dürnberg et Glauberg et Klanaspergel, et ces découvertes nous aident à comprendre les précédentes. Mais parce que ceux-là étaient les premiers, ça a été vraiment compliqué de persuader les gens de leur importance et parfois de leur valeur. Parce qu'habituellement, il y a ce type de vase, on le rencontre assez fréquemment sur les fouilles européennes, en Europe centrale comme en Europe de l'Ouest. Mais en général, c'est quand même quelque chose d'assez sobre comme forme. C'est pas décoré au point où sont décorés les vases de Jutz, quoi, qui sont quand même exceptionnels du point de vue de leur décor. Ici, dans cette région, on n'a pas trouvé de vase similaire. Puis en fait, l'explication, elle tient, on va dire, à des flux commerciaux et des flux d'échanges. Il y a, on va dire, entre la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle, il y a un déplacement vers le nord des flux d'échanges commerciaux avec la Méditerranée. Ce qui fait que dans la région ici, c'est, on va dire, 100 ans plus tôt qu'on avait des contacts très intenses avec le monde étrusque, et ces contacts vont se déplacer vers le nord. À l'époque des vases de Basse-Jutz, on est dans une société qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de monnaie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur et qu'il n'y ait pas d'échange. Alors pour qu'il y ait de l'échange, c'est un peu compliqué à comprendre, il faut qu'il y ait de la dette. Dans une société agricole, tout le monde fait tout le monde a tout. On ne va pas échanger une vache contre une autre vache ou du pain contre un autre pain. En revanche, si dans une région particulière, il y a quelque chose dont tout le monde a besoin, mais que personne d'autre n'a, par exemple du sel, à ce moment-là, vous pouvez l'échanger contre quelque chose de très très précieux. Vous pouvez l'échanger contre de l'or, par exemple. On est dans une situation qui est similaire à aujourd'hui. Si vous allez à Dubaï, à New York ou à Londres, vous avez plus de chances de tomber sur des biens de prestige dans la société d'aujourd'hui que si on est à Leicester ou dans le New Jersey. Donc on va dire que c'est vraiment une position sur des réseaux d'échange de biens de prestige et de cadeaux diplomatiques parfois. Ces vases de Basse-Jutz, ils n'ont pas été fabriqués pour être échangés. Ils ont été fabriqués pour quelqu'un et pour que ce quelqu'un les donne à un autre. C'est un cadeau de prestige. Et donc quand on offre une chose aussi prestigieuse que cela, on oblige l'autre. L'autre doit renvoyer quelque chose en échange, quelque chose d'équivalent. S'il renvoie quelque chose qui n'a pas de valeur, il va attirer la colère de celui qui lui a fait ce cadeau. Si au contraire, il lui offre quelque chose qui est 100 fois ou 1000 fois plus important, il va l'humilier, ce qui est très mauvais aussi. Donc vous voyez, il y a immédiatement une question de valeur qui se met en place et qui fait que c'est une société en fait d'échange en réalité. Laurent Olivier est conservateur en chef chargé des collections celtiques et gauloises du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. À ce titre, il est le responsable des fouilles pratiquées depuis une dizaine d'années dans la vallée de la Seille qui viennent compléter les trouvailles des musées de Marsal et Vic-sur-Seille. Les travaux effectués ces dernières années sur ces sites ont fortement influencé l'image que nous avions de la région à l'époque de l'Athènes. Alors on appelle le sel l'or blanc parce que, en fait, une matière première qui est aussi indispensable à la vie, c'est un peu le pétrole de l'Antiquité. Celui qui l'exploite, celui qui a la chance de posséder cette ressource, il peut ensuite la distribuer à la valeur qu'il veut. Et donc, exploiter le sel dans l'Antiquité, c'est aussi profitable qu'exploiter l'or. Et donc c'est pourquoi on appelait ça l'or blanc. Dès le moment où vous êtes sédentarisé, à partir du moment où l'agriculture se développe, dans le courant du 5e millénaire avant Jésus-Christ, vous avez besoin de sel régulièrement. Et des régions comme la vallée de la Seille, où il y a une concentration extraordinaire, ça devient immédiatement une richesse incroyable. Parce que ça devient une ressource qu'on va pouvoir exporter et diffuser tout autour, dans tous les bassins de population qui en ont besoin, jusque dans la plaine d'Alsace, jusqu'au Luxembourg et jusque dans le bassin parisien. Et il faut surtout imaginer qu'à ces époques, ce sont des sociétés qui n'ont pas de monnaie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur. Et donc, les échanges se font sur la base de ce qu'on appelle une économie de dons et de contre-dons. Quand vous avez du sel dont tout le monde a besoin, à ce moment-là, vous pouvez exiger n'importe quoi en retour. Vous pouvez vous en servir pour passer des alliances avec des gens plus puissants que vous. Vous pouvez vous en servir pour mener des guerres qui vont vous permettre de recruter des guerriers. Vous pouvez construire des fortifications. Donc, la présence du sel est quelque chose qui va concentrer la richesse d'une manière spectaculaire dans la région de l'Est de la France, et particulièrement en Moselle. Alors, ce qu'on observe, nous qui faisons des fouilles dans la vallée de la Seille depuis déjà une quinzaine d'années, c'est qu'on voit arriver des objets rares et précieux
qui n'existent pas sur les autres sites. En particulier, ils importent du corail, qui est pêché en Méditerranée tout de même, hein, pour décorer des petits objets de parure. Ils ont de l'or, évidemment. Ils importent de l'ambre, l'ambre qui vient de la Baltique. Ils importent des lingots de fer, ils importent à la fois des matières premières précieuses et des matières premières brutes. On voit aussi que ça a complètement transformé la société celtique en créant des centres de pouvoir extraordinaires qui ont attiré la formation non seulement d'artisans, mais aussi d'artistes. Les gens qui ont conçu les vases de Bassus étaient véritablement des artistes qui avaient des idées sur ce que représentait l'imaginaire celtique. C'est pas juste des artisans, c'est pas juste des gens qui fabriquent des vases. Ce qu'on voit apparaître, c'est autour de la baie de la Seille, on voit apparaître des endroits où il y a des concentrations d'objets, mais d'un niveau de richesse incroyable. Et c'est en particulier le cas des vases de Bassus. Donc on peut imaginer que c'est lié à la présence d'aristocratie qui bénéficie d'une certaine manière de cette richesse extraordinaire qu'est le sel. Les vases de lutte, on appelle ça des eunochoé. Donc ce sont des cruches à vin. Littéralement, ça veut dire cruche à vin. Le vin était une boisson éminemment aristocratique, même s'il n'était pas forcément bon, vu qu'on y rajoutait souvent des aromates. La réalité objective des temps anciens, elle nous échappe définitivement, mais le vin, on est à peu près certain qu'on n'a jamais eu de l'aussi bon vin que maintenant. Parce que déjà, à l'époque, même au Moyen-Âge, le vin ne se gardait pas. Le vin romain ne se gardait pas. Donc il y a toute une vaisselle qui accompagne le vin, des passoires et des choses comme ça qui sont destinées à écumer les aromates qu'on met dans le vin. Et si on met des aromates dans le vin, c'est qu'il n'était pas très bon. Mais c'était quelque chose de luxueux. Hein, c'est un peu comme le caviar. Tout le monde... certaines personnes vont trouver que le caviar, ça sent le hareng. Bon, mais ça ne l'empêche pas de coûter très cher le kilo. Le vin, à l'époque, c'était un peu pareil. C'était pas forcément très bon, mais c'était un produit de grand luxe. Et donc, boire du vin impliquait qu'il soit servi dans quelque chose d'aussi luxueux que les eunochoé, par exemple, hein, et quelque chose de richement décoré qui était à la hauteur de l'image qu'on se faisait du produit à cette époque-là. Il n'y a pas encore de vignes en Gaule. Ce sont les Grecs qui cultivent le vin. Ils ont planté des vignes près de Marseille, qui est leur colonie du sud de la France. Et puis, ils exportent le vin en quantité massive chez les Gaulois et les Celtes, qui adorent ce breuvage. Qui est un breuvage qu'on boit dans des circonstances exceptionnelles. C'est quelque chose qui se consomme dans des grandes alliances, lorsqu'on passe des traités, lorsqu'on fait la paix, par exemple. Et donc, la consommation du vin, elle est très importante chez toutes ces grandes aristocraties gauloises. On ne sait pas exactement à quelle occasion les gens font un banquet. On n'a pas de source historique écrite pour en témoigner. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'évidemment, un banquet, c'est l'occasion de montrer qui est important, qui ne l'est pas. C'est-à-dire qui c'est qu'on invite, qui c'est qu'on n'invite pas. Donc c'est une occasion, on va dire, de signifier des alliances ou de faire perdurer des alliances en invitant des gens, aussi parce qu'il y a un ordre de préséance au banquet lui-même. Donc c'est des banquets qui réunissent probablement très peu de participants. On est dans un registre, on va dire, 8 personnes. Hein. Donc 8 chefs, mais évidemment, derrière, il y a probablement toute leur clientèle. Et c'est vraiment l'occasion pour les nobles d'établir des relations de vassalité et de suzeraineté, donc de domination. Et disons que là, à Yutz, vu la qualité des vases, on peut être certain qu'on avait affaire à une population vraiment aristocratique, de très haut niveau, qui pouvait se payer des objets comme ça. Et ça, en général, les gens importants, les aristocrates, les chefs, sont enterrés avec des services à boire. Alors on pense aujourd'hui que cet ensemble a été trouvé dans une tombe, parce que ce sont des objets qui sont liés au service de la boisson. Et donc ça ressemble fort au mobilier qu'on dépose auprès des personnages importants qui sont envoyés dans la mort avec les choses dont ils auront besoin dans l'au-delà. Et ils vont continuer leur vie comme aujourd'hui sur Terre. Donc ils ont besoin de pouvoir continuer à offrir des grandes fêtes et à partager ce breuvage extraordinaire qu'est le vin.
Nous nous trouvons ici dans la reconstitution de cette tombe, une princesse, une prêtresse donc gauloise qui vivait au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc nous sommes grosso modo à la même époque que les célèbres vases de Yutz qui sont aujourd'hui au British Museum. Et cette dame de Reinheim était visiblement, d'après les découvertes qu'on a fait ici, un personnage tout à fait extraordinaire. Jean-Paul Petit est conservateur en chef et directeur du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Ce site archéologique à la frontière franco-allemande présente plusieurs particularités. À Bliesbrück, toutes les installations sont totalement composées d'éléments d'époque romaine. De l'autre côté de la frontière, nous retrouvons une nécropole celte où la reconstitution de la tombe de la princesse dite de Rheinheim nous donne une idée des rites funéraires de l'époque. La tombe en elle-même était relativement simple, quelque chose de très classique pour l'époque gauloise, donc un tumulus, un tertre funéraire qui recouvrait donc une chambre funéraire en bois qui a été reconstituée ici. Et dans cette chambre funéraire en bois, on a déposé donc cette dame sur le sol de cette chambre funéraire, sans doute recouvert d'une natte, en tout cas c'est ce que semblent indiquer les découvertes archéologiques. Et elle a emporté dans la mort toute une série d'objets. Et puis, elle portait également une parure, des objets de parure tout à fait extraordinaires, qui ne sont pas des objets de parure au sens strict du terme, mais qui sont des objets de statue. Et il faut se dire que dans une tombe comme ça, tout ce qu'on retrouve dans une tombe comme ça, c'est quelque chose qui a été fait intentionnellement. Ça a un sens, en tout cas, ça avait un sens pour les personnes qui ont fait cela, et un sens, bien sûr, que nous, on a du mal à comprendre de manière exacte, tout simplement parce que pour l'époque gauloise, nous n'avons pas de texte en particulier qui nous disent d'abord le nom des divinités qui étaient honorées à cette époque-là. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on a des noms, et puis aussi quelle pouvait être la vision de l'au-delà de ces personnes. Alors ici, nous sommes bien sûr en présence d'une personne de l'élite. Elle portait un collier, donc un torque en or massif, des bracelets en or massif, et dans la tombe, on avait également déposé un service à vin. Donc on est vraiment dans l'élite sociale, c'est pour ça qu'on parle de princesse. Et puis, un certain nombre d'objets montrent qu'elle avait un rôle cultuel, un rôle religieux, et en particulier le miroir qui est déposé à côté d'elle, qu'on interprète aujourd'hui plutôt comme un instrument mantique, c'est-à-dire un instrument qui permettait de communiquer avec la divinité ou les divinités sans la regarder en face. Jean-Marie Blaisin est ingénieur chargé de recherche pour l'Institut national de recherche archéologique préventive. Habitant la vallée de l'Orne, il a contribué à organiser différentes fouilles archéologiques en Lorraine et dans le Grand Est. L'archéosite de Mondelange est une importante nécropole proto-historique mise à jour en 1994. On y a retrouvé une centaine de corps incinérés ou inhumés et plus de 300 pièces de mobilier. Le musée s'articule autour de la reconstitution d'une tombe des plus surprenantes. Donc, à Mondelange en particulier, c'était donc sur le lieu-dit ici chez Merten, à l'occasion de travaux d'un projet de lotissement. Il y a eu des sondages archéologiques qui avaient été faits à l'époque par l'Association pour la fouille archéologique nationale. Et ces sondages ont révélé un certain nombre d'enclos, donc de grands fossés circulaires ou quadrangulaires, du premier millénaire avant notre ère jusqu'à l'époque romaine. Donc une nécropole qui a fonctionné pendant plus de 1000 ans au total. Donc l'enclos fossoyé, c'est un fossé qui entoure des sépultures, donc, et c'est l'équivalent du mur du cimetière. Donc l'enclos, c'est ce qui sépare le monde des morts du monde des vivants. Alors, derrière, c'est une tombe à char qui se trouvait dans un enclos quadrangulaire, ici, sur le site, et qui date à peu près 500 avant notre ère, donc qui correspond à ce qu'on appelle le deuxième âge du fer, à la période de l'Athènes, où les défunts de marque se faisaient ensevelir, parfois avec, sur leur char. Donc on retrouve la forme du timon, les emplacements des routes, ce qui en suit. La morte qui a été trouvée ici était un peu en vrac parce qu'elle était posée à l'origine donc sur le char, et le char en se décomposant, évidemment tout est tombé au fond de la fosse. Se faire enterrer avec un char à l'époque, ça reviendrait à se faire enterrer avec sa Porsche actuellement. Donc c'était une sorte de signe extérieur de richesse.
On suppose que les défunts importants, qui avaient une certaine importance, faisaient marquer leur sépulture un peu à la manière des pyramides pour les Égyptiens. Et on sait que la dimension du monticule est souvent proportionnelle à l'importance du personnage également. Et donc le fossé qu'on a retrouvé délimitait en fait l'espace sacré de la tombe. Et sans doute sur le couronnement de ce tumulus, il y avait sans doute une stèle, alors qui pouvait être figurée ou qui pouvait ne pas être figurée, voilà, qui permettait à ce monument d'être encore plus visible dans le paysage. Donc on commence à voir apparaître une société qui fonctionne par étage, hein, donc avec les gens du peuple, qui sont les travailleurs, des aristocrates locaux qui possèdent des domaines ruraux, hein, des domaines agricoles, et puis probablement une très très grande noblesse de rang presque royal. Vous en avez l'exemple avec la tombe de Rheinheim, par exemple, où vous voyez qu'on est déjà à un niveau de richesse qui est extraordinaire. Tout le monde ne bénéficie pas d'objets d'une telle qualité enterrés avec lui. Et les vases de Bassus, on ne sait pas exactement dans quel contexte, on dit en archéologie, dans quoi ils ont été trouvés, mais c'est évident qu'ils appartiennent à une noblesse de très très haut rang, très proche, vous voyez, du niveau de la princesse de Rheinheim en réalité. Alors, chère consoeur, votre article avance-t-il comme vous le souhaitez? Il progresse, monsieur le directeur, il progresse. D'ailleurs, pourriez-vous m'éclairer sur un point? Pourquoi les frères Venner n'ont pas accepté la somme que leur proposait monsieur Clément? Il leur a bien promis qu'ils s'aligneraient sur la meilleure offre qui leur serait faite. Mon visiteur avait déjà dû les contacter. Quel visiteur? Clément n'a pas été le seul à s'intéresser au vase. Figurez-vous qu'un soir, j'ai eu la visite du baron de la Chaise. Le baron de la Chaise. Mais oui, j'ai vu son nom sur la liste des témoins. Il était convaincu de l'authenticité des pièces et de leur valeur. Bon. Cela dit, je doute qu'il ait mesuré l'importance de la découverte. À mon avis, il avait avalé la fable des Vénères et s'imaginait vraiment avoir affaire à des objets médiévaux. Merci. Revoilà donc les vases à Bouzonville. On peut supposer que si les Vénères ont rapidement récupéré les objets auprès du musée, c'est qu'ils avaient eu une offre sérieuse de ce fameux mystérieux visiteur. Le baron de la Chaise, c'était un érudit. Il chantait bien. Il était poète. C'était un homme qui avait une certaine place dans la société de Metz. Et le baron de la Chaise vient. Il les regarde et il s'en va. À quelque temps de là, il fait mander sa secrétaire, Madame Blum, pour prendre contact avec cette famille de Bouzonville. Et alors là, c'est presque perdu pour nous. La secrétaire les achète à la famille. Elle donne l'argent, et puis voilà. 3000 francs de l'époque. Je ne sais pas vraiment ce que ça représente en euros. On ne sait pas vraiment, mais je crois quand même que 3000 francs, c'était une somme. C'était pas mal. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit au commissaire. Je n'ai absolument rien à voir dans la vente de ces fameux vases. Je me suis contenté de présenter Madame Blum, ma secrétaire, à Monsieur Pape, qui les a achetés. Il y a donc bien eu vente, monsieur le baron. L'argent serait-il allé dans les poches de Madame Blum? Madame Blum n'a pas touché un seul sou vaillant sur cette transaction. Elle n'a servi que d'intermédiaire. Et pourtant, vous avez parlé de vente, monsieur le baron. L'argent a bien dû aller quelque part. Il a pu être versé sur mon compte personnel, mais ça, je n'en ai jamais rien su. De l'argent est versé sur votre compte personnel, et vous ne remarquez rien. Connaissez-vous l'état de mon compte en banque, mademoiselle? Comment aurais-je pu remarquer une somme si dérisoire? Non. Madame Blum et moi avons agi en toute bonne foi et n'avons accordé à cette affaire qu'une importance minime, finalement. Si j'avais su. Pensez, il y en allait de l'honneur de la France. Oh, et sachez, mademoiselle, que je ne permettrai à personne de remettre en doute mon honnêteté. Pas plus que celle de Madame Blum. Et c'est exactement ce que j'ai dit au commissaire.
Monsieur, Monsieur le baron. mes hommages. Monsieur le commissaire, ne me dites pas que vous y croyez à cette bonne foi patriotique du baron de la Chaise. Si vous versiez quelques milliers de francs sur mon compte personnel, ma chère, je crois que je m'en apercevrais. Tenez, voulez-vous faire l'essai? Oh non, j'aurais trop peur d'être accusé de corruption de fonctionnaire. Je vous promets que je ne porterai pas plainte. N'oublions pas que 2 des vases sont endommagés. Madame Blum va donc se rendre chez Monsieur Antoine Strasser, potier d'étain, à Metz, pour les faire réparer. Le 29 février 1928, Madame Blum se rend au Louvre avec les 2 autres vases. Le conservateur ne croit pas à leur authenticité et accepte éventuellement de les prendre à titre gratuit. Il faut dire que le contexte de l'époque est difficile, et plus particulièrement pour le plus prestigieux des musées de France. Les gens ne savaient pas s'ils étaient authentiques ou non, car ce sont des objets très très inhabituels. Il y avait beaucoup de contrefaçons en circulation à cette période. Il y avait beaucoup de négociants qui tentaient de revendre à des collectionneurs des objets qui n'étaient peut-être pas des originaux. Et puis on a, dans la tête de Roger Clément, comme dans la tête de bon nombre de ses contemporains, cette histoire de glozelles. Glozelles, ce sont des objets préhistoriques qui ont été fabriqués. Et l'affaire est découverte peu de temps avant que les vases de Yutz ne soient présentés à Roger Clément. Le musée du Louvre a également acheté des œuvres qui se sont avérées être des faux. Donc on a cette crainte d'utiliser des fonds publics pour acheter des objets qui pourraient être des faux. En mars 1928, Madame Blum se rend à Paris chez Édouard Pape, expert en antiquité. Il n'est pas intéressé pour les acheter, mais prend les vases en dépôt. Il va lui-même rencontrer un certain Moïse Thora, antiquaire parisien spécialiste de l'art gothique et de la Renaissance. Ce même monsieur Stora entre en contact avec le vicomte de Hedecourt qui connaît les frères Durlacher. Les 2 frères sont des marchands d'art internationaux. Connus à Londres et à New York, ils ont leurs entrées au British Museum. Quand Monsieur Pape parle aux frères Durlacher, ceux-ci veulent une photo des vases. On fait donc une photo des vases qu'on envoie à Londres aux Durlacher. Les Durlacher se rendent compte immédiatement de la beauté des objets. Ils se rendent donc avec les objets, la photo au British Museum. Et au British Museum, il y a un jeune conservateur qui vient d'être nommé, qui s'appelle Reginald Smith. Et ce Reginald Smith est un homme tout à fait compétent. Les frères Durlacher arrivent avec la photo des vases. Reginald Smith est conquis. Il veut voir les vases. Ils arrivent donc un beau matin de printemps. On ne sait pas comment. Comment ils ont pu passer à la frontière? Comment ça s'est fait? C'est incroyable. Mais ils arrivent un beau matin de printemps au British Museum. L'un des frères Durlacher les pose sur le bureau de Reginald Smith. Au regard du conservateur sur les vases, les frères Durlacher ont compris. Ils doublent le prix. Ils en demandent 5000 livres sterling. Reginald Smith dit d'accord. L'affaire est faite. Musée d'histoire et de la culture humaine, le British Museum est l'une des plus importantes collections au monde avec plus de 7 millions d'objets en provenance de tous les continents et de toutes les époques. Julia Farley est responsable du secteur de l'âge de fer britannique et européen. Nous l'avons rencontrée pour discuter des circonstances de l'arrivée des vases à Londres. Il est difficile de dire comment Reginald Alan Smith était en mesure de savoir immédiatement qu'il s'agissait d'objets importants qu'il voulait acquérir pour le musée et pourquoi cela ne s'est pas fait en France. Probablement, durant des centaines d'années, les gens qui vivaient en France importaient du très bon vin en provenance d'Italie et ils importaient les pichets et cruches pour servir ce vin, ainsi que les verres pour le boire depuis l'Italie ou la Grèce.
Mais il semblerait que quelque chose se soit passé vers 400 avant Jésus-Christ. Les gens se sentent inspirés pour produire leurs propres objets basés sur ces objets étrusques. Et ce que nous avons ici avec ces vases de Bassus, ce sont des œuvres d'art incroyables, débordantes d'imagination. On voit ce col incroyablement fin et élégant. L'ensemble du corps du pichet est martelé à partir d'une seule feuille de bronze, et ceci pour chaque vase. Les compétences requises pour réaliser cela, pour moi, c'est juste inimaginable. J'ai moi-même pratiqué un peu le travail des métaux, et rien que de penser au temps, aux compétences nécessaires, ça dépasse mon imagination. La cerise sur le gâteau, la chose la plus extraordinaire pour moi, c'est bien sûr le design. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, on commence à voir des choses comme les marbres du Parthénon, alors en construction, et ce style très naturaliste de dépeindre le corps humain, les plantes et les animaux. Mais au nord des Alpes, à des endroits comme la France, et sur des objets tels que les vases de Bassus, on retrouve quelque chose de complètement différent et pour moi de complètement magique. Les gens utilisent des conceptions et des idées de plantes et d'animaux et les restituent de façon bien plus abstraite en n'utilisant que des lignes simples, épurées, pour évoquer la forme d'un visage, d'une créature. Donc, si vous suivez le dos de ce grand chien, en bas, vraiment à la base de l'anse, il y a ces deux visages fantastiques, un sur chaque vase. Des visages humains, un homme avec de grands yeux qui vous fixe et cette moustache tombante. Et ça, pour moi, c'est un exemple typique du tout début de ce que l'on appelle aujourd'hui l'art celtique. Et l'idée de ce visage troublant, surnaturel, créé avec juste quelques lignes, mais qui permettent malgré tout de comprendre ce que l'artiste essaie d'exprimer. Et c'est un art qui commence avec des objets comme ces vases, qui s'inspirent de la période classique, mais qui se poursuit avec cette longue et merveilleuse tradition de l'art du nord des Alpes, et les vases de Bassus en sont, selon moi, les pièces les plus importantes. John O est un illustrateur canadien vivant en Suisse depuis de longues années. Il a suivi une formation à l'école des Arts déco de Strasbourg. Passionné des époques celtes et médiévales, il est connu pour sa participation comme directeur artistique sur les 2 trilogies réalisées par Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit. Son univers visuel très riche teinté de mythes et de magie a fait de lui un personnage incontournable pour nous parler de l'histoire celte. J'ai jamais pu voir les vases pour du vrai. Je sais qu'ils sont au British Museum à Londres. Par contre, c'est des objets qui sont dans tous les livres sur l'art celte. Ça couvre l'entier de l'Europe, depuis l'Irlande jusqu'aux Alpes, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, et sur des centaines, voire des milliers d'années. Donc, c'est clair qu'avec une densité et une complexité pareille, il y a beaucoup de matière pour quelqu'un qui s'y intéresse. Je crois qu'il y a néanmoins une sorte d'unité d'approche que je trouve très, très cohérent. Je crois que l'art celte est parmi les plus belles des formes de l'art que l'humanité a pu produire. C'est simplement très, très beau. Il y a une pureté dans la ligne et dans les objets qu'on ne retrouve plus pendant des longues périodes entre les Celtes et l'art nouveau. L'art est très différent. C'est des formes qui sont étroitement inspirées de la nature, des formes simples, des formes avec une élégance, avec un mouvement extrêmement prononcé. C'est vraiment une inspiration de la nature. Je suis un grand fan de l'entrelacs, par exemple. Ce qui est intriguant avec l'entrelacs celtique, c'est sa complexité apparente, mais qui est basée sur une exécution qui est extrêmement simple. C'est un fil qui passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et jamais 2 fois de suite la même chose. Donc du coup, ça paraît très complexe et extrêmement compliqué à reproduire. Malgré tout, les artistes de l'époque ont fait des choses extraordinaires. Je crois que l'exemple le plus notable, c'est le livre de Kell en Angleterre, qui est d'une complexité presque inimaginable. Et en plus, l'original est très petit. Donc on se demande comment il faisait.
On est fier d'avoir simplifié les choses de nos jours. On cherche à aller à l'essentiel, on cherche à aller au plus pur, et on s'aperçoit qu'il y a plus de 2000 ans, des artistes faisaient exactement pareil. Il y a des objets qui sont d'une élégance et d'une simplicité, d'une beauté extraordinaire. Je crois que les vases, c'est un excellent exemple de cette capacité de créer techniquement des choses extrêmement sophistiquées, merveilleusement bien exécutées, mais avec en dessous une notion de simplicité qui dicte la forme et non pas l'inverse. Il y a eu d'autres découvertes à Dürnberg et Glauberg en Allemagne, mais qui ont été trouvées séparément. Il se pourrait que l'un et l'autre, du fait de leur similitude, reflètent une paire un peu comme celle de Bassiutz, mais aucun d'entre eux n'atteint le même niveau de décoration ou de design que ceux de Bassiutz. En particulier, ces magnifiques incrustations de corail et de verre que l'on peut voir sur ceux de Bassiutz, et les éléments de design tels que les chiens sur le dessus. Mais ils tentent à montrer qu'il y a une tradition en ce qui est aujourd'hui la France ou l'Allemagne d'être inspirés par ces vases étrusques et d'essayer de faire quelque chose de nouveau, une sorte de réinterprétation locale de l'idée. Mais malgré ces trouvailles similaires, les vases de Bassiutz restent totalement uniques en tant que paire. Et une des choses à laquelle s'est heurté Reginald Smith, et c'est une des raisons pour laquelle il a pris tant de temps pour récolter les fonds, c'est l'incertitude des gens, même à Londres, quant à l'authenticité de ces objets. Et il écrit dans un de nos registres à propos des vases, bien que tout le monde ait été grandement impressionné par les vases, pour ceux qui les ont vus, il a dit qu'ils étaient trop rares pour être appréciés des collectionneurs. La somme que demandaient les frères Durlacher était de plus de 5000 livres, ce qui équivaut à environ 300 000 livres aujourd'hui, ou 350 000 euros. Reginald Smith les prend, promet de l'argent aux frères Durlacher, mais il n'a pas un sou. Il demande qu'on l'aide, mais la société qui aidait les musées vient d'acquérir le psautier de Luttrell et le livre d'heures de Bedford. Et le British Museum n'a pas d'argent. Les vases arrivent à Londres au printemps 1928. C'est durant l'été que le British Museum va procéder à diverses études sur les objets. De plus en plus convaincu de la nécessité de les acquérir, Reginald Smith cherche par tous les moyens à trouver des financements. À l'automne, les frères Durlacher commencent à se montrer impatients. Le conservateur prend alors le plus beau des vases avec lui et va à la rencontre de plusieurs personnes à la City. C'est Lord Melket qui va permettre l'acquisition des vases en faisant un don de 1000 livres et en prêtant les 4000 autres à Reginald Smith. Les frères Durlacher reçoivent l'argent dans la journée. Reginald Smith se lance alors en quête d'autres dons pour rembourser Lord Melket. Cela lui a pris presque un an pour collecter les fonds. J'ai ici un livre dans lequel nous conservons toutes les lettres émises par les gens qui travaillaient pour le musée en 1929. Et il comprend quelques lettres de Reginald Smith écrivant aux gens afin de les encourager à faire un don. Et ici, dans cette lettre, il décrit comment il a exposé les vases pour une courte période dans le Fishmonger Hall à Londres pour essayer d'encourager les gens à venir les voir. N'oublions pas qu'il avait que les 3 vases. Le 4e était toujours en réparation à Paris. Donc il a acheté les 3 et non pas le 4e, qui est arrivé bien plus tard au British Museum et qu'il a acheté pour 372 livres. Encore en plus. Et je pense quand même que c'était une fortune à l'époque, cette somme-là. Et ça, je pense que ce prix énorme démontre combien ces objets étaient importants.
Et je pense que les frères Durlacher les ont acquis pour les vendre, sachant qu'une fois qu'ils les montreraient à quelques musées, ils pourraient tirer un bon profit de cette vente. Malgré quelques dons, Reginald Smith n'arrive toujours pas à trouver les fonds nécessaires pour rembourser Lord Melkett. Il tente de passer une annonce dans le journal The Illustrated London News, mais cela n'a guère plus de succès. Le British Museum finira par utiliser son fonds de réserve pour couvrir les 1087 livres et 10 shillings manquants. Le 12 octobre 1929, les vases entrent donc officiellement dans le livre des acquisitions du British Museum sous l'appellation vase de l'oreille. Alors là, pleurez Lorrain, pleurez Français, pleurez Jean de Hutz. Ils sont au British Museum. Ils sont pas volés, comme on a entendu dire souvent. On nous a dit le British Museum les a volés. Non, non, non. Le British Museum les a achetés. Et c'est là qu'on en arrive doucement à cette histoire des vases de Hutz, parce qu'ils sont bien d'Hutz, non pas de Bouzonville. The Illustrated London News est en rapport avec un journal de Paris qui s'appelle Vue. Et le journal Vue, eh bien, il a écho dans le Illustrated London News que des vases ont été trouvés à Bouzonville. Et puis alors le journal Vue commence à s'énerver un petit peu, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et puis il se renseigne, et puis on lui raconte toute cette histoire. Et il publie un article qui dit comment un paysan lorrain a perdu 1 million. Le journal Vue est en rapport avec le Metzer Freies Journal, qui est notre républicain lorrain actuel. Et dans le Metzer Freies Journal, bien sûr, il y avait Victor Demange, qui était le propriétaire du journal. Et Victor Demange s'est intéressé de près à cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens de Bassus? Ben, ils lisent le journal. Tous ces gens qui travaillent dans ces ateliers, ils sont fort nombreux. Et alors, dans ce petit village de Bassus cité, où tout le monde connaissait tout le monde, eh bien, les gens vont chez les uns et chez les autres. Mais c'est quoi cette histoire des vases? Mais est-ce que c'est pas ces potiches, disaient certains, qu'on a trouvés là-haut au début? Et c'est comme ça que l'affaire est arrivée en justice, parce que la compagnie de chemin de fer en a voulu la propriété. Au revoir, maître. Au revoir, monsieur le juge. Pardon, maître Bénard. Aurore du journal Le Petit Parisien. Vous avez déclaré pendant votre exposé que les vases ont été découverts à Bassus. Pourtant, la presse anglaise a toujours parlé de Bouzonville. Les frères Vénère ont menti. Les vases n'ont pas été découverts dans leur étable, mais sur notre chantier. Ce sont des voleurs et nous allons nous employer à le démontrer au cours de ce procès. Les vases appartiennent de droit à la compagnie de chemin de fer. Vous contestez donc au British Museum la propriété des vases. Le British Museum a été de bonne foi. Pour l'heure, nous tentons d'établir qu'il y a eu vol. Si ces deux escrocs nous avaient pas abusés, ces chefs-d'œuvre seraient toujours à Metz. Écrivez cela, mademoiselle. Une partie de notre patrimoine a été enlevée. La France a été spoliée, et les responsables, ce sont eux, les frères Vénère. Le procès s'ouvre donc le 21 mai 1930 à Metz. Tous les protagonistes sont là. La Société des chemins de fer qui réclame la propriété des vases, les deux frères accusés de vol et l'entreprise Schnitzler également accusée. Monsieur le Président, messieurs, si on veut parler aujourd'hui du dommage causé à la France, le dommage, alors, mes clients, les frères Vénère, n'ont pas leur place ici, au banc des prévenus. C'en sont d'autres qui brillent par leur absence, qui sont les vrais responsables et qui devraient être là, à votre bar. Ceux-là connaissaient la valeur des vases. Ceux-là les ont vendus au British Museum. Les frères Vénère, eux, ne connaissaient ni la valeur, ni surtout l'intention de leur acheteur. Dans ces conditions, Monsieur le Président,
je vous demanderai d'en tirer toutes les conséquences et d'entrer purement et simplement en voie de relax au bénéfice de mes clients. Mon cher maître, je vous remercie. Monsieur le Président, tous les témoins qui sont passés à la barre ont confirmé que les vases qui ont été dérobés en dehors du temps de travail. En conséquence, mon client, Monsieur Schnitzler, ne peut être tenu responsable de ce vol. Merci, maître. Roger Clément n'est pas épargné par les attaques médiatiques. Accusé d'avoir laissé filer ses chefs-d'œuvre, il établit un rapport qu'il présente à une commission composée d'experts et de conseillers municipaux. Le rapport est rédigé le 26 juin 1929 et lu le 12 juillet en conseil municipal avant d'être diffusé dans la presse. Les faits y sont rappelés. N'oublions pas que si les vases ont été proposés au musée de Metz, ils l'ont été également auprès du musée du Louvre, le musée le plus prestigieux. Et le musée du Louvre a également émis des doutes sur l'authenticité, sur la date, sur la chronologie de ces vases. Et le Louvre a été prêt à les accepter, je dirais presque du bout des lèvres, sous réserve que ces vases leur soient donnés. Donc vous voyez qu'on peut accuser Clément de manque de discernement, mais tout de même, le musée du Louvre et les très grands conservateurs et les spécialistes du Louvre, ils n'étaient pas prêts à débourser 1 franc pour ces vases. Roger Clément n'a eu de cesse ensuite de trouver des solutions, de faire pression pour que la France prenne des décisions quant à la découverte d'objets archéologiques et à leur future propriété. Et puis Roger Clément a souhaité également qu'on prenne des dispositions pour que ce que l'on appelle aujourd'hui trésor national ne puisse pas quitter le territoire sans l'autorisation du ministère de la Culture. Mais nous sommes en 1928-1929, on est dans un autre temps, et cette prise de conscience de Roger Clément et ces innombrables courriers et demandes pour qu'une loi soit envisagée ne sera couronnée que bien longtemps plus tard, en 1941. De toutes les dépositions que nous avons entendues, il ressort que vous avez vendu les vases au baron de la Chaise pour la somme de 2000 francs. Vous avez encore obtenu 500 francs de Madame Blum, ainsi que quelques pièces d'habillement, dont plusieurs paires de chaussettes destinées à votre pauvre mère. La bonne affaire. Il a été de plus établi que vous avez menti au baron en prétendant avoir découvert les vases dans l'étable à chèvre de votre mère. Vous avez lésé vos collègues et la compagnie du chemin de fer à qui appartenaient les terrains. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez spolié la France. Les vases sont partis, les vases sont perdus, mais ils sont bien au British Museum. Ils sont peut-être mieux que chez nous, où on n'a pas su reconnaître leur valeur. Ils ont été à Langeville. Nous avons eu le témoignage d'une mademoiselle Alf, qui était déjà une très vieille dame à l'époque. Elle a dit « Mon papa les avait mis sur son bureau Empire ». C'était très précis. Et ma maman a dit « Non, 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 tu les achètes pas. On a assez de bazar comme ça ». Donc vous voyez, ils ont été dans des tas d'endroits où on n'a pas su les reconnaître, où on les aurait peut-être pris, où on les aurait démolis, où on les aurait donnés à une famille, qui les aurait laissés traîner dans un grenier, ou qui les aurait laissés dans une cave, où ils seraient morts. Alors, je vais peut-être faire le jugement de Salomon, plutôt que de couper le bébé en deux, et que le bébé meure. Bon, ils sont au British Museum, il paraît qu'ils sont beaux derrière leur aquarium. Je souhaiterais juste rassurer, ces vases de Yutz ne sont absolument pas perdus pour la science. Nous pouvons regretter que ces vases ne soient pas présents sur notre territoire, mais ces vases existent, sont conservés par l'un des plus prestigieux musées du monde. Je suis convaincu que les conditions de conservation sont parfaites, et pour la science et pour les générations futures, ces vases restent un objet d'étude, ces vases continuent de porter témoignage de la civilisation celtique.
Alors le lieu sur lequel nous nous trouvons, c'est celui où a été découvert les vases de Yütz en 1927 par les frères Wenner. Patrick Weiten est l'actuel président du département de la Moselle. Ancien maire de Yütz de 1995 à 2008, M. Weiten est à l'origine de la création de l'association Si Yütz m'était compté et de ses nombreuses actions pour faire connaître l'histoire des vases. Il disait qu'il les avait trouvés dans une fosse à purin à Bouzonville, où leur maman habitait. Et puis, au fur et à mesure, dans les estimations qui ont été faites dans la nature du sol, le niveau de corrosion des vases, ça ne pouvait pas se faire sur un territoire très argileux et très corrosif. Ça devait plutôt se faire sur un territoire très sablonneux. Et on est là sur la vallée et les terrains de la nappe alluviale de la Moselle, donc non corrosif. Lorsque j'étais président fondateur de l'association Si Yütz m'était compté, notre mission était de faire la promotion de l'histoire, dans une démarche pédagogique, mais aussi dans une démarche ludique. On a produit un livre qui porte le nom de Si Yütz m'était compté, avec l'effigie des vases sur la couverture. Et puis on a produit un jeu des vases, qui est conçu de la même façon que le jeu de loi, avec 63 cases. Et chacune des cases a été illustrée par un artiste yussois. Les petits pions sont des petits vases de Yütz. Et puis on a un petit livret qui raconte de façon très synthétique l'histoire des vases. Et puis lorsqu'on regarde la dernière image, la 63e case, on voit un homme repartir de Londres et retrouver le chemin de la France avec un sac dans lequel on arrive à découvrir l'un des vases, et donc il essaye de les récupérer. Et pour moi, c'est une image importante, puisqu'elle raconte un peu l'histoire de Si Yütz m'était compté et de son président. On est là sur le fleuron de l'art celte, avec des vases qui sont d'une valeur inestimable, reconnus par tous, à la fois par les spécialistes, mais également les grands musées du monde. Le Japon souhaitait les exposer, la Chine souhaitait les exposer, l'Afrique du Sud souhaitait les exposer, et le British Museum a toujours refusé. Même la France voulait à un moment les exposer. Et l'une des raisons, c'est qu'ils sont d'une grande fragilité, et toutes les pièces, les minéraux qui sont sertis dans le vase aujourd'hui commencent à se déliter. Et déplacer ces vases pourrait avoir des conséquences sur sa solidité et sa pérennité. Un vœu que l'on peut former, c'est peut-être qu'un jour, il retrouve le chemin de la ville de Yütz et de la Moselle, puisque c'est du patrimoine mosellan. Et cela, à mon sens, serait important. Alors, soit les originaux, soit avec la technologie numérique qui existe aujourd'hui, une reproduction en 3D. Les gens qui sont d'origine yussoise connaissent au moins les vases de Yütz, sans peut-être connaître leur histoire de A à Z. Les nouveaux habitants, très certainement, ne la connaissent pas. Donc j'espère qu'ils viendront découvrir ce documentaire et qu'ils ont peut-être déjà découvert, grâce à un pâtissier yussois, M. Boulot, qui fabrique des petits chocolats en forme de vases de Yütz. Bruno Sapin est l'actuel maire de Yütz depuis 2016. Il a tenu à venir nous voir pour nous parler des changements prévus dans le quartier dans les prochaines années. On me demande souvent si la municipalité souhaite marquer l'emplacement où il a été trouvé en 1927 les vases de Yütz. Alors bien sûr, oui, c'est un projet qui me tient à cœur, mais dans un développement urbain, puisque ce quartier est appelé dans les années qui viennent à être aménagé à nouveau. Donc je pense qu'il faudra à ce moment-là aménager un endroit précis où ont été trouvés les vases de Yütz. La parole est au ministère public. Je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les débats ont permis d'établir la culpabilité des frères Wenner. Je requiers donc à leur encontre pour le délit de vol une peine de prison ferme dont je laisse le quantum à l'appréciation du tribunal. Concernant l'entreprise Schnitzler, vous la déclarerez civilement responsable pour la perte des vases. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le Président, Messieurs,
Je vous demande de prendre en compte, au moment de prononcer la sentence, les dommages extrêmes subis par la France du fait de la vente des vases à un musée anglais. Je vous remercie, maître. Je mets le jugement délibéré. Il sera rendu d'ici 3 semaines, soit le 11 juin. L'audience est levée. Les frères Vénère ont été condamnés à 2 mois de prison ferme sans sursis. Henri Schnitzler a été reconnu civilement responsable du dommage causé à la compagnie de chemin de fer. Dans ses attendus, le tribunal a attribué la moitié de la propriété à Michel Dazy, l'ouvrier qui a le premier heurté les vases, et l'autre moitié à la compagnie de chemin de fer en tant que propriétaire du sol. Ni le baron de la Chaise, ni Madame Blum, ni aucun des différents intermédiaires n'ont été inquiétés. Les pièces du dossier de justice ont disparu au lendemain du procès.